Discurso acerca del origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Jean-Jacques Rousseau. Traducción didáctica, Emmanuel L. Silva. Yo voy a hablar de la humanidad. Ante sabios honro tales asuntos, esperando tratarlos con dignidad. De las desigualdades hay dos puntos. Esa desigualdad que es natural, como la edad y tales conjuntos. Y desigualdad política moral, que depende del tipo de convención. Privilegios por al otro causar mal, al estar bajo una obligación. Ser más ricos o ser más poderosos. Si obedecerles es la situación. Sin preguntar quiénes son más valiosos. Quiénes mandan o quiénes obedecen. Sin indagar principios misteriosos. Riquezas a los mismos pertenecen. Entonces, ¿de qué trata tal discurso? De marcar el momento cuando vencen. Derecho a violencia y su curso. Y ley somete a naturaleza. Fuerte sirve al débil, ¿cuál transcurso? No hay quien lo explique con certeza. Pues de justo e injusto la noción. No la han demostrado con destreza. Los filósofos con su explicación. Ni los cristianos con libro sagrado. Imposible de probar tal narración. Si de natura en puro estado. Sale de modo extraordinario. O al primer hombre por Dios es dado. Discurso acerca del origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Jean-Jacques Rousseau. Traducción literal, Emmanuel L. Silva. Es del hombre de quien tengo que hablar, y la cuestión que examino me enseña que voy a hablar de los hombres, pues no se propone nada semejante cuando se teme honrar la verdad. Entonces yo defenderé con confianza la causa de la humanidad ante los sabios que me invitan a hacerlo, y no me disgustaré conmigo mismo si me hago digno de mi tema y de mis jueces. Concibo en la especie humana dos tipos de desigualdades, una, que yo llamo natural o física, porque está establecida por la naturaleza, y que consiste en la diferencia de edad, salud, fuerza física y de las cualidades del espíritu o del alma, la otra que se puede llamar desigualdad moral o política porque depende de un tipo de convención, y que se establece o al menos se autoriza por el consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios que unos gozan en perjuicio de otros, como ser más ricos, más honrados, más poderosos que ellos, o incluso hacer que los obedezcan. No se puede preguntar cuál es la fuente de la desigualdad natural, porque la respuesta se encontraría enunciada en la simple definición de la palabra. Menos aún se puede buscar si habría algún vínculo esencial entre las dos desigualdades. Porque sería preguntar en otros términos si los que mandan son necesariamente mejores que los que obedecen, y si la fuerza del cuerpo o del espíritu, la sabiduría o la virtud, se encuentran siempre en los mismos individuos en proporción del poder o de la riqueza, podría ser buena pregunta para agitar entre los esclavos y sus amos, pero que no conviene a los hombres razonables y libres, que buscan la verdad. Entonces, ¿qué se trata, precisamente, en este discurso, de marcar en el progreso las cosas el momento en el que, el derecho triunfa sobre la violencia, la naturaleza fue sometida a la ley? Explicar por qué encadenamiento de prodigios el fuerte pudo decidirse a servir al débil, y el pueblo a comprar una idea de descanso al precio de una felicidad real. Los filósofos que han examinado los fundamentos de la sociedad han sentido la necesidad de remontar hasta el estado de naturaleza, pero ninguno de ellos lo ha logrado. Algunos no han dudado en suponer que el hombre en ese estado con la noción de lo justo y lo injusto, sin preocuparse por demostrar que debía tener esa noción, ni que le fuera útil. Otros han hablado del derecho natural que cada quien tiene por conservar lo que le pertenece, sin explicar lo que entendían por pertenecer. Otros, dando primero al más fuerte la autoridad sobre el más débil, inmediatamente han hecho nacer al gobierno, sin pensar en el tiempo que debió pasar antes que el sentido de las palabras autoridad y gobierno pudiera existir entre los hombres. Finalmente, todos, hablando sin cesar de necesidad, avidez, opresión, deseo y de orgullo, han transportado al estado de naturaleza ideas que ellos habían tomado de la sociedad. Ellos hablaban del hombre salvaje y pintaban al hombre civil. No se les ha ocurrido a la mayoría de los nuestros dudar que el estado de naturaleza haya existido, mientras que es evidente, por la lectura de los libros sagrados, que el primer hombre haya recibido inmediatamente de Dios luces y preceptos. No estando él mismo en ese estado,
y que añadiendo a los escritos de Moisés la fe que le debe todo filósofo cristiano, hay que negar que, incluso antes del diluvio, los hombres jamás se hayan encontrado en el puro estado de naturaleza, a menos que ellos hayan caído por algún evento extraordinario, paradoja muy embarazosa para defender y totalmente imposible de probar. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Jean-Jacques Rousseau. C'est de l'homme que j'ai à parler, et la question que j'examine m'apprend que je vais parler à des hommes, car on n'en propose point de semblable quand on craint d'honorer la vérité. Je défendrai donc avec confiance la cause de l'humanité devant les sages qui m'y invitent, et je ne serai pas mécontent de moi-même si je me rends digne de mon sujet et de mes juges. Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une, que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature, et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre, qu'on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention, et qu'elle est établie, ou du moins autorisée, par le consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux, ou même de s'en faire obéir. On ne peut pas demander quelle est la source de l'inégalité naturelle, parce que la réponse se trouverait énoncée dans la simple définition du mot. On peut encore moins chercher s'il n'y aurait point quelque liaison essentielle entre les deux inégalités, car ce serait demander en d'autres termes si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent, et si la force du corps ou de l'esprit, la sagesse ou la vertu, se trouve toujours dans les mêmes individus en proportion de la puissance ou de la richesse. Question bonne peut-être à agiter entre des esclaves entendus de leur maître, mais qui ne convient pas à des hommes raisonnables et libres, qui cherchent la vérité. De quoi s'agit-il donc précisément dans ce discours ? De marquer dans le progrès des choses le moment où, le droit succédant à la violence, la nature fut soumise à la loi. D'expliquer par quel enchaînement de prodiges le fort put se résoudre à servir le faible, et le peuple à acheter un repos en idées au prix d'une félicité réelle. Les philosophes qui ont examiné les fondements de la société ont tous senti la nécessité de remonter jusqu'à l'état de nature, mais aucun d'eux n'y est arrivé. Les uns n'ont point balancé à supposer à l'homme dans cet état la notion du juste et de l'injuste, sans se soucier de montrer qu'il dut avoir cette notion, ni même qu'elle lui fût utile. D'autres ont parlé du droit naturel, que chacun a de conserver ce qui lui appartient, sans expliquer ce qu'ils entendaient par appartenir. D'autres, donnant d'abord au plus fort l'autorité sur le plus faible, ont aussitôt fait naître le gouvernement, sans songer au temps qui dut s'écouler avant que le sens des mots d'autorité et de gouvernement pût exister parmi les hommes. Enfin tous, parlant sans cesse de besoin, d'avidité, d'oppression, de désir et d'orgueil, ont transporté à l'état de nature des idées qu'ils avaient prises dans la société. Ils parlaient de l'homme sauvage et ils peignaient l'homme civil. Il n'est pas même venu dans l'esprit de la plupart des nôtres de douter que l'état de nature eût existé, tandis qu'il est évident, par la lecture des livres sacrés, que le premier homme, ayant reçu immédiatement de Dieu des lumières et des préceptes, n'était point lui-même dans cet état, et qu'en ajoutant aux écrits de Moïse la foi que leur doit tout philosophe chrétien, il faut nier que, même avant le déluge, les hommes se soient jamais trouvés dans le pur état de nature, à moins qu'ils n'y soient retombés par quelque événement extraordinaire. Paradoxe fort embarrassant à défendre et tout à fait impossible à prouver.